Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des femmes, des hommes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Elles et ils partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Nous recevons aujourd'hui le Grand JD, le youtubeur roman bien connu dans le monde francophone, dont la communauté dépasse aujourd'hui les 3,3 millions d'abonnés et à qui nous avons posé la question « Youtubeur, est-ce une bonne situation ?» Et on verra à travers ses réponses que le Grand JD n'est pas juste une personne seule qui, avec une caméra et un ordinateur, monte des vidéos, mais bien une petite entreprise gérée par 2 personnes que nous avons rencontrées aujourd'hui. Margot, journaliste de formation qui a notamment participé à des émissions télévisées à la RTS, et Julien, un passionné autodidacte, créateur de contenu qui a commencé très tôt à faire des vidéos avec un simple caméscope, d'un genre plutôt humoristique, et qui va au fur et à mesure de ses envies créer et partager des contenus différents sur sa chaîne YouTube. Julien veut vivre de sa passion, il a donc dû professionnaliser ses activités et son organisation. Nous allons découvrir en les écoutant tous les deux quelles sont les compétences nécessaires et quelles sont les difficultés que l'on rencontre quand on veut vivre de sa passion. Comment on passe d'une activité dite artisanale à un business qui se structure sans renier sur l'essentiel artistique et cette folle envie de rester fidèle à ses valeurs de jeunesse. On parle association, métier, contenu, compétences, passion. Bonjour Margot, bonjour Julien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être en commençant par toi Margot ? Oui, enchantée, Margot Frecci. Donc moi je suis journaliste de formation, j'ai travaillé quelques années dans l'audiovisuel surtout, et puis maintenant depuis 4 ans, je travaille avec Julien sur ses vidéos et puis d'autres projets annexes aussi, toujours dans la vidéo. Julien, même question. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce podcast. Alors moi je m'appelle Julien Donzé, beaucoup plus connu sous le nom du Grand JD, créateur sur Internet depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui on vous reçoit dans nos locaux. On va vous expliquer tout ça, un petit peu décortiquer. Je pense que c'est un peu l'idée de ce podcast. Qu'est-ce qui se cache derrière la création web, derrière YouTube ? Ça fait 10 ans que je fais de la vidéo. J'ai commencé vraiment dans des studios à Genève, dans des boîtes de production. Si je lâche des noms, c'est Free Studio, Point Prod, Actua, toutes ces grandes boîtes d'audiovisuel. Et je suis vraiment rentré en tant que stagiaire dans ces boîtes et j'ai accompagné pas mal de professionnels et je me suis formé sur le tas. J'ai fait aucune école et c'est vraiment la passion et surtout le fait de faire pas mal de choses autodidactes moi-même qui m'ont fait gravir des échelons dans la vidéo. Et donc la première vidéo que tu as faite, c'était quoi ? J'ai fait beaucoup de vidéos quand j'étais tout petit. Donc il y a vraiment des vidéos qui n'ont jamais été publiées, que j'ai tourné avec le caméscope de mes parents, des clips, des parodies. Ça, c'est vraiment les premières vidéos. J'ai commencé quand j'étais très très jeune, 10-12 ans. Je m'amusais à faire des trucs. Et alors, du coup, ta première vidéo publiée ? La première vidéo publiée, c'était sur le site français Dailymotion. C'est là que j'ai publié mes premières créations. C'était un clip artistique bizarre que j'avais fait dans une école. Quand tu fais comme ça ces premières vidéos, le but, c'était pas forcément d'en vivre. Alors non, c'est pas du tout cette optique-là. C'est plutôt créer des choses, s'amuser, produire, mettre des choses en image. C'est clair qu'il n'y a aucune notion de business dans les premières vidéos. Ouais. Margot, toi, les premières fois où tu as créé quelque chose, où tu as entrepris quelque chose, c'était quoi ? Alors si on parle d'il y a longtemps, dans mes études, donc moi j'ai étudié le journalisme à Neuchâtel, puis mon mémoire, en fait, j'en ai fait un magazine, donc je l'ai fait, évidemment le contenu, mais aussi la forme, j'ai tout conceptualisé de A à Z. Comment on passe de faire des vidéos sur YouTube et d'être tout seul à être à 2 ? Bon, c'est une longue histoire, on va essayer de la résumer. Moi, je commence à faire mes vidéos dans ma chambre, puis après un petit peu plus large avec des potes, etc. Ça prend assez vite, je vous parle de ça il y a 10 ans, hein. Ça prend quand même pas mal sur Internet, mais j'ai toujours bossé à côté de mes vidéos sur YouTube au tout début. Et puis, je me suis rendu compte quand je bossais qu'il faut se mettre à fond dans une passion ou dans quelque chose pour vraiment aller plus loin. Voilà, si un athlète il commence à courir puis il fait ça que le samedi, dimanche, mais il veut faire des gros résultats, il va falloir qu'il abandonne tout pour s'entraîner toute la semaine. C'est un petit peu la même vision. Et j'ai eu ce déclic quand mes patrons, quand je bossais tous les week-ends, j'étais pas très très bien payé et je trouvais que ce que je faisais c'était pas incroyable et j'avais cette possibilité de créer des trucs un peu fous. Bref, du coup, j'ai eu un déclic en disant, voilà, je démissionne et j'essaie de me lancer à mon compte. Margot, elle n'était pas là dès le début. Je me suis lancé d'abord tout seul.
c'était un peu le bordel d'organiser tout ça, de créer des vidéos. J'ai quitté mon job, j'ai tout lâché pour me lancer là-dedans. C'est vrai que je me suis écrasé, je me suis un peu raté la première fois, donc je suis reparti dans un job, puis ensuite je me suis relancé, tu vois, j'avais les outils, la compréhension, puis en fait j'avais pas fait de business plan, c'est-à-dire juste réfléchir à ce que tu veux faire exactement. Je m'étais juste lancé un peu à l'arrache la première fois. Et ensuite, quand je me suis donc décidé à tout quitter pour devenir youtubeur, entre guillemets, j'ai commencé à, par exemple, collaborer avec Margot. On a fait un gros projet pour la RTS qui s'appelle Animalis. Et là, c'était l'idée, déjà, c'était une évolution de collaborer avec plusieurs personnes. Une journaliste qui allait structurer les vidéos, qui allait m'aider. Je pense qu'au début, ce n'était pas forcément réfléchi. C'est-à-dire que Julien, toi, tu as toujours voulu travailler pour toi, en fait. Tu as travaillé dans des boîtes et tu t'es rendu compte que le côté indépendant, lui, il l'a toujours voulu. Tu sais aussi ce que tu veux et puis il n'a pas peur d'y aller, quoi. Moi, j'ai toujours travaillé, par contre, pour des gens, dans des boîtes. Donc, je n'avais pas forcément cette vision. Mais après, on a eu ces projets, ces opportunités qu'on est allé chercher quand même, hein, parce que pour Animalis, on a remporté un concours. Et puis, voilà, on a vu comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble. Et donc, du coup, on a décidé de se lancer. C'est ça qui est intéressant. En fait, au début, on n'était pas dans l'optique de créer une boîte. On a fait plein de projets comme ça, plusieurs, même sur des vidéos. Margot, elle m'a aidé. Dans le contenu, on a fait des choses en Somalie. Tout ce qui était sérieux, ce que j'ai sorti sur la chaîne, Margot était derrière. Et en fait, on faisait un petit peu au coup par coup comme ça des aides. Mais parce que tu avais déjà ta chaîne YouTube. Oui. La chaîne YouTube, elle est là depuis un moment, depuis 10 ans, 12 ans. Et là, pourquoi tu fais une chaîne YouTube ? En fait, c'était simplement pour partager des trucs, des conneries, développer la vidéo. Il n'y a pas vraiment de business et de réflexion, c'est plus pour s'amuser. En fait, là, aujourd'hui, on dit YouTube, les gens ils disent « Ah oui, tu veux développer quelque chose ». Mais à l'époque, personne n'avait cette idée de développer. C'était s'amuser, partager des conneries, des chats. Aujourd'hui, ouais, dès que tu parles de YouTube, c'est entreprise, business, qu'est-ce qu'on va faire ? On va planifier les vidéos. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce business et tout ce qu'on voit aujourd'hui. Salut, tu aimes les vidéos et les conneries et les seins ? Eh ben ça tombe super bien. J'ai la chaîne YouTube qu'il te faut. Bonjour. Bienvenue dans les étranges expériences. Vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant ici sur la petite vignette ou ici. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Donc les premières vidéos que vous mettez sur YouTube, elles sont là plus pour le partage qu'en se disant qu'on va peut-être faire de l'argent avec. Complètement, ouais. C'est plus partager une idée. Il n'y a pas la notion d'argent. Hein. Et c'est quand que ça change ? Tout s'est fait un petit peu naturellement. On parlait que j'ai fait des premières collaborations avec Margot, petit à petit, puis d'un coup, ça marche plutôt bien. Et puis, c'est pas un jour on s'assied et puis on se dit, vas-y, on fait ça. C'est vraiment, ça s'est créé naturellement un petit peu comme un immeuble qui se construit ou un business. Et c'est là où on s'est dit avec Margot un jour, on s'est dit, mais en fait, on devrait travailler ensemble, créer une boîte. Donc là, vous êtes dans nos bureaux, on a créé cette boîte pour structurer une production audiovisuelle. Parce que là, on parle beaucoup de YouTube, mais YouTubeur, YouTube, tout ça, c'est de la production audiovisuelle. Donc, à ce moment-là, c'est le moment où vous décidez de faire un business plan, du coup. Parce que Margot doit quitter son job. Toi, tu étais déjà dans un mode indépendant, tu étais déjà en fait, lancé dans l'aventure. Tu rajoutes Margot et vous faites un business plan, alors ? Pas vraiment. Mais alors là, justement, tout ce qui est business et tout, c'est vraiment pas notre... Ouais. Si je me souviens, on a été voir des gens et c'était assez en mode, mais allez-y, il faut tester, il faut tâter, mais plutôt positif, tu vois. Il n'y a pas besoin de business plan. Les personnes nous ont dit il faut y aller au feeling, si ça se passe bien. C'était plutôt dans cette optique-là. On ne s'est jamais posé et on ne s'est pas vraiment dit on a des clients, etc. Ça a roulé, quoi. Toi, tu arrivais à un stade où il faisait des vidéos très régulièrement et seul, ça commençait à devenir compliqué en termes de contenu, en termes de post-production, mais aussi avant. De la production, parfois on travaille aussi, on a des clients, donc quel contact on a, tout ça, tout ça, c'était juste plus faisable. Mais nous, on n'est pas du tout un bon exemple en termes d'entrepreneuriat, parce que là, vous êtes dans une boîte qui est quand même en retard par rapport à ce qu'on pourrait développer. C'est-à-dire que, je m'explique, c'est-à-dire que la même situation chez des youtubeurs, peut-être en France, etc., ils auront beaucoup mieux structuré, ils vont être peut-être 5-10 personnes, ce qui est une bonne chose de structurer. Nous, on est vraiment deux et demi. On travaille à 2,5. On a une employée avec nous, mais on a déjà pas mal de retard. Et là, on souffre un peu de cette organisation parce que justement, on n'a peut-être pas bien prévu notre business plan. Quoi, vous, aujourd'hui, vous décidez de rester plutôt, tu dis en retard, mais en fait, c'est un choix de rester plutôt petit ou de ne pas développer encore. Et qu'est-ce qui vous freine ou qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas envie de grandir ou de rejoindre un peu cette communauté de youtubeurs qui est un peu plus orientée sur une
plus grosse structure. C'est vrai, à part ça, c'est un choix parce que je me suis toujours dit il faut rester un petit peu artisanal, indépendant. Enfin, tu sais, un peu. J'aime bien ce côté fait maison et puis on fait tout même, on apprend, etc. Petite structure. Mais en réalité, pour avancer un peu, ça veut dire quoi avancer? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait une vidéo par semaine. Donc dans la vidéo, c'est méga chronophage, c'est méga lourd. Il faut trouver un sujet, il faut aller dehors. Nous, on tourne beaucoup en extérieur, il faut rentrer, faire le montage. Enfin, c'est très, très compliqué. Donc maintenant, je me suis rendu compte que pour être plus libre, pour faire des plus gros projets, pour avoir plus de temps, il faudrait peut-être s'entourer de monteurs ou de gens qui s'occupent de la prod. C'est peut-être pas à moi de faire tous les téléphones, pas à Margot de gérer tout l'aspect production. Et c'est ça que j'appelle un peu... au début, c'était une volonté, mais on voudrait peut-être pas être la méga structure, mais un petit peu plus quand même. Aussi, une des différences, c'est que nous, on est en Suisse. Les autres sont en France, et donc les coûts, surtout, sont quand même assez différents. Donc eux, ils ont des plus larges équipes, mais ils ont des frais différents de nous aussi. Hein. Alors, petite question pour toi, Margot. Est-ce que si c'était à refaire, vous auriez démarré plus tôt cette aventure à deux? Est-ce que, comment vous voyez les choses par rapport à ça? Très personnellement, non, je pense pas, parce que moi, je suis venue avec un bagage, du coup, et que j'aurais pas eu avant. Parce que j'ai travaillé dans une émission culturelle en tant que journaliste. Ensuite, j'ai travaillé comme JRI, donc journaliste reporter image à la RTS. Et donc, tout ça fait aussi que je suis capable de faire différentes choses, différents métiers que j'aurais pas eu avant. Donc non, moi, je trouve assez cool. Après, on est peut-être, oui, comme Julien dit, on est peut-être un peu timide. Puis en même temps, on prend peut-être un peu plus notre temps pour bien observer et peut-être mieux réagir, je sais pas. Mais ouais, c'est notre côté suisse. Ça. Après, moi, j'aime bien aussi. Ouais. C'est le côté suisse, tu vois, d'être un peu calme, low profile et tout. En France, ils sont très très forts pour développer des choses. Ils vont plus loin. C'est aussi intéressant. C'est deux façons de faire, je trouve. Mais je pense qu'un juste milieu à atteindre est bien, tu vois. Pas un énorme truc. Un bon compromis suisse. Exactement. Ouais. Là, on est un petit peu... Mais on commence gentiment et ça se passe bien. Au quotidien, c'est quoi le plus grand défi pour le Grand JD? C'est l'artistique, entre guillemets, c'est-à-dire trouver du contenu, garder cet intérêt que les gens ont pour la chaîne YouTube. C'est ça mon grand défi. Aujourd'hui, c'est trouver quelle vidéo va intéresser, quel lieu hanté va être incroyable, quelle personne je vais rencontrer pour faire une vidéo. Ça, c'est mon défi. Et là, chez Genilem, nous, on est très attachés à toujours dire que c'est le marché qui décide et que ce n'est pas les entrepreneurs, les coachs ou que sais-je. Vous lui parlez, vous échangez avec votre communauté pour dire qu'est-ce qui vous intéresserait, ou c'est vraiment une démarche artistique qui vient de vous? Non, c'est un bon mix. Mais évidemment, après, c'est facile parce que tu postes un produit et tu as directement un retour. Le retour, c'est les vues, les likes et les commentaires, etc. Donc, si tu postes une vidéo qui fait vraiment pas beaucoup de vues puis les gens ils gueulent un peu, bah, tu sais que, tu vois, tu n'as même pas besoin de demander et tu as déjà un retour de ce que tu as produit. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on est dessus, donc on sait ce qui fonctionne, on sait plus ou moins, des fois on tente des nouvelles choses et ça marche, parce qu'on connaît aussi par cœur le truc, tu vois. Tu fais attention à répondre quand les gens te contactent et tout, tu essaies de prendre un maximum de temps pour le faire. Bon, c'est quand même... Oh, mais ça, c'est une autre partie, mais oui. Oui, mais c'est pour dire, tu vas pas leur demander directement... Oui, alors vous préféreriez une vidéo là-dessus ou là-dessus? Parce qu'il y en a qui le font aussi, hein, et toi, tu fais pas non plus comme ça. C'est-à-dire que on prend quand même les devants de faire un contenu qui résulte de notre choix aussi. Hein. Mais on se rend compte de ce qui plaît, de ce qui plaît moins et tout ça. À vous écouter, on a l'impression que vous êtes quand même très en symbiose et très alignés sur les objectifs. Mais est-ce qu'il y a parfois quand même des moments de désaccord et comment vous les gérez? Bien sûr. Quand je fais des propositions que ça lui plaît pas. Moi, j'allais dire, franchement, dans la majorité des cas, on est vachement sur la même longueur d'onde, quoi. Non, des fois, il y a des séances de rédaction où on propose des sujets et tu as des idées. Des fois, je me dis non, ça colle pas pour ça et ça. Mais des fois, tu amènes aussi des trucs super. Non, mais heureusement, parce que ça voudrait dire qu'on serait tous oui, super, on y va et tout, machin. Non, on discute, on se prend la tête. Sur des trucs de contenu, ça arrive. Mais justement, ça nous permet d'avancer, en fait, de trouver des solutions et des bonnes solutions, quoi. Donc non, c'est bien de se prendre la tête. Ouais, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble. C'est dur comme travail, hein, ça on le dit pas. Hein. On se dit youtubeur, c'est facile, etc. Mais en fait, c'est compliqué parce qu'on parlait, on doit sortir une vidéo. Déjà, produire une vidéo, je vous invite à produire une vidéo, c'est compliqué. Il faut trouver les sujets, il faut le tourner, le monter, post-production, machin. L'éditer et ensuite la pousser sur les réseaux. En fait, le truc qui est bizarre avec youtubeur, c'est que c'est plusieurs métiers en un qu'il faut gérer. Et chaque semaine, en fait, tu as toujours ce roulement. Et c'est assez compliqué. Ouais. Ok,
La zone 51. Jamais j'aurais pensé faire une vidéo là-dessus. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasma. Aujourd'hui, vous l'avez lu, on va aller dans les zones abandonnées de Fukushima. Ça va être un épisode consacré à ce lieu. Je serai seul et je vais passer une nuit dans le château de Fougeray. C'est parti. Est-ce qu'il y a une forme de pression quand même par rapport à ce timing que vous devez respecter de publier? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné où des fois c'est un peu lourd à supporter? Oui, quand même. Moi, beaucoup moins que Julien. Mais par exemple, cet été, on n'a pas publié de vidéo et Julien, il a tenu à l'expliquer, à prévenir les gens. Et il doit le faire, ça, la communauté, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Ils se disent « Oh, mais il a arrêté et tout ». Dans des formats plus classiques, t'es d'accord, Julien? Ouais, bien sûr, télévision et tout, on se pose même pas la question, puis donc hop, la rentrée, puis ça reprend et tout. Là, il y a quand même ce côté personnalisé. Les gens, ils regardent Julien, le grand JD. Ils gueulent s'il n'y a pas de vidéo au bout de. Ils ont besoin d'explications. Mais c'est bon signe après, c'est que les gens ils veulent. Mais il y a une énorme pression. Ça peut créer une pression. Et ça, dans le milieu un peu du web, créateur du web, YouTube, il y a plein de gens qui partent en dépression, plein de gens qui arrêtent parce que c'est une pression incroyable de sortir une vidéo tout le temps. Je parle toujours de ça, je donne toujours cet exemple, mais un artiste musical va travailler son album pendant, 3 mois, 6 mois, une année, il va le travailler dessus, et ensuite, quand il sort son album, son projet, il va le tirer sur 1 an, 2 ans, en concert, en promo, en clip vidéo, tu vois. Chaque vidéo qu'on sort, nous, on n'a pas le temps de la travailler sur... tu sors une vidéo, il faut enchaîner avec l'autre, il faut enchaîner... Parce que c'est des vidéos qui se consomment aussi comme ça. Mais c'est très dur, c'est une sorte de marathon, en fait. Et c'est assez dur, ouais. Et surtout quand tu essayes de trouver toujours des sujets différents, tu bouges, tu vas aller... c'est pas mal de boulot, ouais. Parmi tous les métiers dans YouTubeur, il y a aussi la présence sur les autres réseaux, Instagram ou autre. Ça, vous le gérez comment? Vous le faites un peu à l'instinct? Vous avez des plannings éditoriaux? On gère mal parce que, de nouveau, il y a des gens qui ont pris des gens pour s'occuper de ce genre de choses. Community manager, mais nous on fait tout nous-mêmes, donc non, en fait c'est moi qui fais et je le fais de temps en temps et je le fais quand il y a des grosses vidéos, de temps en temps je partage des trucs spontanément, mais c'est un peu il n'y a pas de gestion en fait, c'est un petit peu au feeling. Exactement, et ça fonctionne assez bien en fait. Les gens ils savent que si on poste quelque chose c'est important ou c'est intéressant, c'est soit une annonce, et je le vois sur les posts qu'on met, ça marche bien, des likes et tout, alors que j'ai failli effacer mon compte Instagram. Parce que c'était trop de pression, tu vois. Tu as ces machins, tu dois poster, et c'est fatigant, en fait. À vous écouter, on a quand même un peu ce sentiment que, quelque part, il y a toujours un peu de frustration de ne pas pouvoir faire plus de choses ou de ne pas pouvoir... mais ça, c'est le côté artistique. Je pense que tu vas chez... Je dis que je suis un artiste, mais en quelque sorte, oui. Dans le sens, tu vas chez un musicien et tout, il y aura toujours cette frustration de toujours faire plus. C'est dur de trouver la satisfaction. Parce en fait, on joue avec le temps. Donc, le temps prend... tu vois, on n'a pas assez de temps pour faire les choses, donc on est stressé, on est tout le temps... J'aimerais bien avoir 6 mois pour faire une vidéo. Et je pense que c'est ça le futur. D'ailleurs, on va aller prendre 6 mois pour créer un truc. Là, t'imagines, c'est fast-food. Non, parce que je me dis, alors, du coup, il y a un peu de frustration, il y a plein d'envies, plein d'idées, plein de choses à faire, besoin de temps pour pouvoir développer peut-être des projets plus importants, plus conséquents. Comment faire? Comment tu vois les choses pour pouvoir arriver justement à sortir une vidéo tous les 6 mois et être dans un mode où le reste du temps, tu peux te mettre un peu en retrait? Malgré cette frustration et ce rythme, on est quand même très content de sortir des vidéos sur des sujets qui nous font plaisir. Je pense notamment à une vidéo sur l'Ukraine, où on a travaillé dessus 1 mois avec Margot, qui sont des sujets importants. Donc il y a toujours une espèce de contrebalance, et puis le retour des gens. Et puis je suis aussi un gars qui défend le fait de faire des choses. J'aime pas aussi, tu sais, les gens, on a tous envie de faire quelque chose, puis on attend de le faire. Mais en vrai, il faut faire les choses un peu fast-food, il faut le faire, et puis peut-être on le refera mieux, mais au moins faire des choses, tu vois. C'est comme ça que j'ai commencé. J'aurais bien voulu avoir une meilleure caméra, 3 caméramans qui me filment, mais au début, j'avais pas. Donc j'ai fait tout moi tout seul, ça a fonctionné, puis aujourd'hui, on fait des trucs. Et ce que je veux dire, c'est que je préfère faire quelque chose que attendre 6 mois puis travailler sur un truc qui sortira peut-être pas, en fait. Donc là, c'est aussi une bonne énergie de sortir des projets, de produire des choses, voir les retours, essayer de donner le meilleur. C'est un peu ce qu'on fait, non? Totalement. Et aussi, tu dis, oui, on fait chaque semaine, il y a ce côté fast-food, mais en fait, chaque semaine, c'est quand même assez fou le sentiment que tu as chaque dimanche matin. Tu publies ta vidéo et là, tu as un début de retour des gens et tout. Et en fait, ce truc-là, c'est vraiment génial, quoi. C'est un peu l'adrénaline. À la fin, tu termines ta vidéo, tu es dans le rush, machin. Puis tout d'un coup, le truc, il est visible. Et ça, c'est assez chouette comme sentiment. Et du coup, on le vit
Mais après, pour répondre à ta question, Laurent, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on veut faire des formats plus longs, il faudrait qu'on dégage un budget, en fait. Donc ça, on peut le faire de manière traditionnelle, comme ça se fait sur les médias plus classiques. Puis ça, pour ça, il faut qu'on prenne le temps et tout, mais ce serait peut-être quelque chose qui pourrait nous aider. J'imagine que la marque Le Grand JD est souvent sollicitée pour travailler, faire des collaborations, pour mettre en avant des produits, etc. Comment vous décidez entre vous, ça on fait pas est-ce que vous avez mis des limites est-ce que c'est facile à gérer? C'est très facile à gérer parce qu'on a grandi avec ça et on a appris à l'apprivoiser. Ça fait 10 ans que moi je fais ça et puis là, ça fait 4-5 ans qu'on travaille ensemble. Et puis, ça s'est structuré pas mal en France avec beaucoup d'agences. C'est vraiment une grosse partie de rentrée d'argent pour pas mal de créateurs sur Internet. Donc, des agences qui parlent pour des marques. Et elles te contactent. Elles ont un budget de promotion. Et puis, tu dis oui ou non si tu fais. Comment on gère ça? Il y a de tout. Il y a eu de la chirurgie esthétique qui est venue nous contacter pour que je parte en Turquie pour faire un truc. Il y a des grosses marques de fast-food. Il y a des jeux vidéo, il y a des habits, il y a de tout. Et nous, on essaye de faire des choses cohérentes et qui sont éthiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas des marques qui vendent de la merde ou qui vont... On veut que ce soit cohérent avec toi, ton image et puis ce que tu as envie de véhiculer. Assez souvent, ça nous arrive de dire non. Et puis voilà, on essaie de faire un truc où on se dit ça peut plaire à la communauté et puis aussi être cohérent avec l'image qu'on veut donner. Chez Ginem, on rencontre beaucoup de gens qui veulent entreprendre, certains qui sont motivés par le désir de faire des choses, d'autres pour l'argent. YouTubeur, il faut le faire pour quoi? Alors clairement pour la passion, pour l'envie de créer, pour faire de la vidéo ou partager une passion. Si tu es passionné d'histoire, de musique, tu crées ta chaîne. Ça va être très difficile pour toi aujourd'hui de démarquer quand même de la masse, à part si évidemment tu es très fort, mais même avec ça c'est compliqué. Il faut vraiment aligner pas mal de planètes, il faut beaucoup bosser et pour l'argent ça va être un petit peu dur. Mais c'est pas avec ça que tu vas devenir riche, c'est sûr. Moi j'irais plutôt sur une autre plateforme. Ça dépend, si tu as envie d'être connu, machin, j'irais plutôt sur des nouvelles plateformes type TikTok qui sont beaucoup plus faciles à se faire connaître que YouTube, qui est quand même un algorithme un petit peu compliqué, que même pour nous, c'est un peu la loterie si on s'arrête. Enfin, tu vois, il ne faut pas du tout vivre sur les vues YouTube, il faut plutôt miser sur des partenariats intelligents que vous allez faire dans les vidéos, ou alors trouver un partenaire à l'année. Par exemple, vous êtes un gamer, vous trouvez un partenaire casque qui va vous sponsoriser comme un sportif, en fait. Et c'est là où ça peut être intéressant de développer, et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, essayer de faire des vues pour vivre, c'est mort. Et je pense qu'il faut aller sur d'autres plateformes, Twitch, TikTok, où il y a plus d'argent, plus de gens, plus de facilité à se faire connaître et se démarquer. Le Grand JD, il est sur ces nouvelles plateformes? Pas du tout, non. Parce que le Grand JD, c'est un dinosaure, et aujourd'hui, on est très bien sur YouTube, et moi, je ne suis pas streamer. Twitch, c'est vraiment tout ce qui est plateforme stream, live. Il faut venir tous les jours apporter du contenu. Nous, on n'est pas du tout dans cette optique, tu vois. Nous, c'est plutôt créer des contenus que les gens ils visionnent chaque semaine. Puis on a eu de la chance. On a notre communauté qui nous suit, qui a vieilli un petit peu avec moi, et aujourd'hui qui attend, et enfin voilà, on a construit un truc. Mais non, je pense pas que je vais aller là-dessus. Juste parce que tu as quand même un tout petit peu découragé les jeunes par rapport au fait que c'est trop tard, ils peuvent plus venir. Je trouve que ça manque un peu d'espoir, ta réponse sur le... Ça manque un peu... Ça, tu le garderas dans le podcast. Vraiment, cette question et ce que tu viens de dire. Ça manque d'espoir, c'est vrai. C'est peut-être parce que je suis dark. Mais tu as raison. Ça manque d'espoir et tu as totalement raison. Parce que toi, tu as eu quand même des moments, j'imagine, difficiles dans ta vie d'entrepreneur. Hyper dur. Non, je suis sérieux, hyper dur. Parce que là, on vient aujourd'hui, on parle, on rigole et tout. Mais tous ces abonnés, beaucoup de week-ends bossés tout seul, des nuits blanches, etc. Tu vois. Non, vraiment, c'est dur. Et puis au début, on a lancé des projets où il fallait oser faire ces projets. On était assez avant-gardiste sur pas mal de trucs. Non, c'était dur. Tu as totalement raison, ça manque d'espoir. Mais c'est une réalité aussi. J'ai pas envie que les gens y croient qu'on va sur YouTube, on fait des vues facilement, etc. C'est compliqué. Après, c'est sûr que si tu as la passion, tu aimes filmer, tu aimes faire des choses artistiques, etc., ou quoi que tu fasses, tu as envie de le partager, il faut y aller à fond. C'est des outils qui sont gratuits, qui sont disponibles, très faciles d'accès et qui touchent le monde entier. Et tous les jours, il y a des créateurs qui émergent.
et qui font des choses incroyables. Donc moi, c'est aussi ça que j'ai envie de dire. S'il y a rien, enfin, si t'es passionné, il faut y aller, tu vois. En fait, moi j'y pensais aussi. Je trouvais que c'était peut-être, on en a peut-être pas beaucoup parlé, mais je trouve ce que tu as aussi peut-être envie de dire, c'est que c'est beaucoup de temps. C'est énormément de travail et de temps. Là, je pense par exemple, il y a une youtubeuse qui est extrêmement connue en ce moment en France depuis 2-3 ans. Dont tout le monde parle et tout, et elle le dit aussi assez vite, c'est tous les jours en fait. Tous les jours, il faut travailler dessus et tout, et puis aussi, tu disais, Cyril, c'est plusieurs métiers, mais c'est vraiment ça, il y a vraiment l'aspect créatif, et puis après, l'aspect aussi auto-entrepreneur, l'aspect plus business, et puis du coup, Julien et moi, je trouve, on a cette vision que c'est d'abord ta passion, enfin à la base, Julien, c'était ça, hein, il aimait créer, et partager ça et puis entre guillemets offrir ça aux gens qui puissent kiffer avec lui quoi. Et ça c'est un point important dans ce métier-là de youtubeur, c'est quand même tout l'aspect créatif et puis de passion quoi. Mais et ça c'est très cool, mais à côté de ça tu dois pouvoir en vivre et tout ça, et puis du coup c'est beaucoup de travail. En fait, si je suis aussi pessimiste, mais c'est pour vous, hein, pas forcément pour le podcast, si je suis pessimiste aussi sur YouTube, c'est que c'est tellement compliqué au niveau des algorithmes, c'est-à-dire que si ta vidéo elle plaît pas, ils vont la dégager, ils vont la cacher dans le site. Si tu fais un sujet, tu veux parler de guerre ou d'un truc très compliqué, ils vont la blacklister. Donc c'est en fait, même si tu es le meilleur, etc., ça dépend pas de toi, ça dépend d'un site internet. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je te dis, ne te fais pas trop d'illusions, tu vois. Et non, mais après, c'est quand même un site que moi j'utilise toujours, j'adore, etc. Et donc, pour en vivre, le plus important, sur du moyen long terme, c'est le contenu. Selon moi. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont là depuis longtemps, ils sont pas sur le contenu. Il y a de tout sur Internet. C'est le western, donc je pense pas, ça dépend. Il y a des gens, ils font que pour le business, qui s'en foutent. N'importe quoi, c'est de la télé-réalité, tout ce que tu veux. Sous forme de télé-réalité, ça cartonne. Et aujourd'hui, ils font ça depuis des années. Et voilà, ils s'en fichent. Et le public est là. Et il y a de tout, hein, c'est comme tout. Il faut de tout. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Margot et Julien. On a compris en les écoutant, youtubeur, c'est pas un métier facile, mais c'est une aventure entrepreneuriale passionnante. Entreprendre grâce à YouTube ou d'autres plateformes telles que Twitch, TikTok d'ailleurs, ça va nécessiter, comme toute démarche entrepreneuriale, de la passion et du travail, beaucoup de travail. Et il n'y a pas que le travail artistique de création de contenu. Il y a beaucoup d'autres compétences qui rentrent en ligne de compte, et si on veut bien le faire, évidemment, et donc pouvoir en vivre, un travail rédactionnel de sélection d'idées, d'écriture, de tournage, de production, de post-production ou encore de communication. Et pour nous, c'est tout l'enjeu de cette rencontre avec Margot et Julien qui, dans la complémentarité et l'alignement sur la vision, me fait penser un petit peu à Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Et c'est souvent l'enjeu d'une bonne association d'ailleurs. D'abord, être aligné sur une vision commune, ici produire du contenu de qualité avec des valeurs, et d'autre part, des compétences très complémentaires. Et nous avons évidemment adoré la passion qui se dégage tant de Margot que de Julien et leur revendication implicite de produire de la qualité. C'est ce qui est impressionnant également, c'est leur capacité à rester artisanale, dans le bon sens du terme, tout en grandissant et en faisant tellement de choses différentes. Et si vous voulez aller plus loin, allez simplement regarder quelques vidéos du Grand JD et pensez à la somme de travail qu'il y a derrière ces contenus.